C'est la revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Bravo, Julie, Natacha. bonjour à Plus tous. d'1 500 000 auditeurs tous les matins. Bravo Natacha. Voilà. Surtout merci à tous. Et ce matin, en une de vos journaux, malheureusement, l'année commence décidément sur une note sombre et pas seulement pour les écrivains, les chanteurs, les cinéastes. Le Monde, l'espérance de vie a reculé en 2015. Le Figaro, natalité, les raisons d'une chute inquiétante. Et les Échos, croissance, les chocs que le FMI redoute en 2016. Et puis Libération épingle la marque aux losanges. Pollution, Renault a-t-il triché? Enfin, la Croix nous offre quand même une nouvelle formule, modernisée, vitaminée, orange, avec un logo tout neuf et du débat, du reportage. En une, état d'urgence, religion, laïcité. Cazeneuve s'explique. On en parlait avec Luc Châtel à l'instant, le livre de Nicolas Sarkozy à paraître lundi. Oui, alors il y a un petit ton narquois ce matin. Curieusement, les éditorialistes n'ont pas l'air de se faire la moindre illusion sur la qualité littéraire et philosophique du futur opus sarkozien. Dans l'opinion, Rémi Godot pleure ces arbres qu'on abat. En France, écrit-il, l'ouvrage de pré-campagne, un brin narcissique, tient du passage obligé, avec ses figures de style imposées, mise à nu déclarée, devoir de vérité revendiqué, langue de bois bannie, vision pour le pays déployé. Le quotidien analyse d'ailleurs une dimension nouvelle du débat chez les candidats républicains. La droite redécouvre la France profonde. Visiblement, d'Alain Juppé à Nicolas Sarkozy, on s'aperçoit qu'il y a des territoires oubliés où d'ailleurs le FN fait un malheur. L'ancien président parle même d'un plan Marshall pour la ruralité. S'il est aussi efficace que le fameux plan Marshall pour la banlieue promis par Nicolas Sarkozy comme par Jacques Chirac, on peut s'inquiéter. Mais le Parisien offre à ses nouveaux passionnés de ruralité un objet de mobilisation. Il faut sauver nos bistrots, lance le journal qui nous explique que la France comptait 600 000 troquets en 1960 et moins de 35 000 aujourd'hui. Un habitant de petite commune sur 3 n'a pas de bistrot à proximité de chez lui. Chaque fois, c'est un peu de sociabilité qui disparaît. Lieu de défoulement, agora moderne, le café est un espace démocratique. Alors certains tentent de s'adapter en assurant la cantine du village, en livrant les courses des personnes âgées, en servant de dépôt pour les colis et les recommandés. Mais comme le proclame Tchenda, client cambodgien du Fer à Cheval, un bistrot du 4e arrondissement de Paris, depuis 1894, une France sans zinc, c'est pas possible. C'est dans ses gènes, sa culture. Bon, c'est pas trop dans votre style, mais vous nous emmenez chez McDo maintenant. Oui, alors aucun lien bien sûr avec l'information précédente. Le Parisien consacre un article à la campagne de communication de McDo France qui essaye de démontrer qu'il paye tout de même un peu d'impôts chez nous. La CGT dénonce non seulement les pratiques d'optimisation fiscale, mais aussi le dumping social pratiqué par la firme. Au syndicat FO, majoritaire chez McDo, on nuance. En France, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils font ailleurs. Et dans le secteur, il y a bien d'autres moutons noirs. On se souvient que la Grande-Bretagne avait violemment épinglé Starbucks, par exemple. Au fait, à quoi est-ce qu'elle est due, la disparition des bistrots en France ? On parle Union nationale. Oui, alors puisque la primaire est bel et bien lancée à droite, en fait, on entend quand même, malgré tout, un peu partout, cette petite musique, vous savez, celle qui vante l'idée d'un gouvernement d'union nationale, une sorte de grande coalition d'Alain Juppé à Manuel Valls, en passant par Emmanuel Macron. Alors, dans la revue Le Débat, il faut lire un article qui décide d'aller au fond des choses et d'analyser le bilan économique des gouvernements d'union nationale chez nos voisins européens. C'est très intéressant, en Finlande, en Italie, aux Pays-Bas. Le résultat, la formule semble particulièrement efficace pour imposer les critères d'équilibre budgétaire prônés par Bruxelles. Mais pour ce qui est de la croissance ou du chômage, hormis l'Allemagne et l'Irlande, c'est un flop. Quant aux résultats politiques, ce serait plutôt une montée des extrêmes. Alors Franck Dedieu rappelle les mots de Saint-Simon, ancêtre des technos, il y a 2 siècles. L'administration des choses remplacera le gouvernement des hommes. Oui, seulement parfois, les hommes se rebellent. On parle laïcité, sujet de discorde s'il en est ces temps-ci. Oui. Le sujet rappelle d'ailleurs que les idéologies et les croyances disparaissent difficilement derrière la gouvernance et la presse, évidemment, revient sur l'accrochage entre Manuel Valls et le président de l'Observatoire de la laïcité, Jean-Louis Bianco. Sur le site Figaro Vox, Malika Sorel déplore les messages contradictoires envoyés depuis longtemps à la population française et aux nouveaux venus. Pourquoi demande-t-elle s'astreindre à des adaptations culturelles parfois difficiles et douloureuses si les politiques sont enclins à renoncer à faire respecter des dimensions importantes de la culture de la terre d'accueil ?
Le Monde d'ailleurs consacre une nouvelle page à des témoignages de femmes sur l'histoire de Cologne, parce que décidément la presse n'en finit pas d'en parler. Lisa, 24 ans, fille d'immigrés roumains, ex-fan d'Angela Merkel, expliquant « Je crois qu'elle a perdu le contrôle, on est débordés, alors affrontons le problème, je ne veux pas que nous, les femmes, perdions quoi que ce soit ». Oui, visiblement, laïcité, rapport homme-femme, on n'a pas fini de s'en occuper. Un peu d'empathie. Oui, ça c'est un article dans La Croix qui nous raconte une expérience menée en Angleterre pour développer l'empathie, notamment chez les élèves difficiles. Eh bien, on amène dans la classe, devinez quoi ? Un bébé de 7 mois. Oui. Et tout à coup, des jeunes totalement fermés, insensibles aux émotions d'autrui, comprennent qu'ils ont en face d'eux un être vivant auquel il faut s'adapter. Une expérience étonnante, mais enfin qui nous rappelle surtout que dans des sociétés atomisées, l'école se retrouve obligée de prendre en charge le minimum d'apprentissage humain qui n'est plus assuré ailleurs. On termine avec le gratuit 20 minutes. Oui, qui reprend une histoire qui tourne sur les réseaux sociaux, mais elle est tellement jolie. Celle d'une Italienne qui a appelé au secours les pompiers parce qu'elle avait perdu une clé. Catastrophe. Bah oui, sauf que quand les pompiers sont arrivés chez elle, ils ont découvert que la clé en question était celle de la ceinture de chasteté que la jeune femme s'était enfilée pour, leur a-t-elle expliqué, s'empêcher d'avoir des relations sexuelles. Oui, c'était volontaire. Bon, notez qu'il va falloir s'y habituer. L'objet pourrait revenir à la mode dans les festivals de rock suédois ou sur les parvis de gare allemands. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha. Demain.